أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية وباسم الأمة الإسلامية وباسم أحرار العالم. ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب. Dans les couloirs feutrés du Conseil de sécurité, là où se décident les guerres, là où se signent les paix fragiles, une voix se lève, une voix différente, venue d'Afrique du Nord, venue d'Algérie, Ammar Benjama, le nom qui résonne et qui dérange. Depuis 2023, il n'est plus seulement un diplomate. Il est devenu un symbole, un orateur sans concession, un homme qui ose dire ce que d'autres taisent. Dans un monde où beaucoup courent vers le silence, lui choisit la vérité, une vérité nue, brutale, implacable. Ce qui se passe à Gaza n'est pas une guerre, c'est une extermination. Pas d'équilibre trompeur, pas de neutralité hypocrite. Victimes et bourreaux ne peuvent être mis au même niveau. À chaque session, ces mots frappent. Ils bousculent, ils accusent. Israël et ceux qui la couvrent, les grandes puissances, les vétos américains, les silences européens, face à lui, les chancelleries s'agitent. Les médias s'énervent, les lobbies s'inquiètent. Car Benjama ne plie pas. Son discours porte l'héritage d'une nation forgée dans la résistance. L'Algérie de la révolution, l'Algérie du refus, l'Algérie de la dignité. Dans les coulisses, on tente de l'isoler, de l'affaiblir, de le faire taire. Articles à charge, pression diplomatique, manœuvres obscures, mais rien n'y fait, car il ne parle pas en son nom. Il parle au nom d'un peuple, d'un continent, d'un Sud global fatigué de subir. Et surtout, il parle au nom de la Palestine. Comme l'olivier, le peuple palestinien peut brûler, peut se briser, mais jamais il ne sera déraciné. Dans l'enceinte glaciale de l'ONU, sa voix enflamme les consciences. Ses mots deviennent des armes, des preuves, des actes de résistance. Ammar Benjama, l'homme que la presse israélienne appelle le diplomate gênant. L'homme qui rappelle au monde que la diplomatie n'est pas que protocole, mais aussi un champ de bataille. Et dans cette bataille, l'Algérie ne se tait pas, l'Algérie ne se vend pas. L'Algérie parle au nom des peuples. Nous n'abandonnerons jamais la Palestine, jamais. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une figure qui bouscule un peu les couloirs feutrés du Conseil de sécurité de l'ONU. Ammar Benjama, le représentant de l'Algérie. Depuis qu'il est là, depuis 2023, disons que sa présence, elle ne passe pas inaperçue. On va essayer de décrypter un peu son style, l'impact de ses discours. C'est pas le fonctionnaire classique qui lit ses notes. Non, c'est clair. Son arrivée est très remarquée. Faut dire que le Conseil de sécurité, c'est quand même le cœur du réacteur, là où se joue la paix, la guerre, enfin, où on essaie. Et Benjama, avec ce ton, ce franc-parler, parfois cette véhémence, oui, ça tranche radicalement avec les habitudes, avec le non-dit diplomatique. Et son objectif, il l'affiche sans détour. C'est la question palestinienne. La remettre sur la table, encore et toujours. Coûte que coûte, on dirait. Alors justement, qui est cet homme, Ammar Benjama? On sait qu'il a de la bouteille, une longue carrière aux affaires étrangères algériennes. Il a géré des dossiers chauds. L'Afrique, l'Europe et déjà la Palestine. Mais c'est ce style, direct, presque sans gants. Qu'est-ce qu'il définit vraiment, ce style si particulier? C'est ça, c'est l'absence de gants, justement. Le langage est direct, sans concession. Parfois même accusateur, il faut le dire.
Il rompt consciemment avec la fameuse langue de bois, ces circonvolutions qui, bien souvent, masquent les vrais désaccords. Et la Palestine, pour lui, c'est pas juste un dossier, non, c'est l'axe central, presque une obsession dans ses prises de parole. Il cite d'ailleurs son président, Tebboune, sur cet engagement indéfectible pour un État palestinien, capitale Jérusalem. C'est la voix d'un pays, l'Algérie, qui porte son histoire révolutionnaire et qui revendique très fort ce refus de l'alignement aveugle. Il ne veut pas rentrer dans le moule. Un style qui détonne donc. Mais le moment choisi. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette voix porte particulièrement aujourd'hui? Le timing, c'est important, non? Ah oui, le timing est absolument clé. Ce n'est pas qu'une question de personne. Il arrive au Conseil à un moment charnière. D'un côté, vous avez eu toute cette vague de normalisation entre Israël et des pays arabes, les accords d'Abraham, qui a un peu mis la cause palestinienne sur le côté, régionalement parlant. Et de l'autre, un sentiment d'impasse totale sur la solution à deux États, presque de désespoir. Alors, l'arrivée de Benjamin, dans ce contexte, ça fait l'effet d'un coup de pied dans la fourmilière. Il vient rappeler au monde, et surtout aux Occidentaux, leurs propres principes, ce qu'il appelle leurs obligations. Il sort de la diplomatie grise, de la nuance facile. Il parle de dualité des standards. Il pointe du doigt les crimes de l'occupation. Et sur Gaza, les mots sont très très forts. Épuration, même génocide. Il refuse de mettre, je le cite, la victime et le bourreau sur un pied d'égalité. C'est une rupture assumée. Ce n'est donc pas juste un diplomate qui défend la position de son pays. C'est plus profond. Ça résonne avec l'histoire algérienne elle-même. Ah, mais c'est totalement indissociable. La diplomatie algérienne, depuis 62, elle s'est bâtie là-dessus. Non-alignement, soutien aux luttes de libération, que ce soit en Palestine, en Afrique du Sud. Cette idée de non-soumission, non-dépendance, c'est vraiment dans l'ADN politique algérien. Donc, quand Benjamin parle avec cette force, ce n'est pas juste un briefing officiel qu'il récite. Il incarne une position historique et aussi un sentiment populaire très fort en Algérie sur ces questions d'injustice, de décolonisation, une posture d'héritier en quelque sorte. Très intéressant ce lien historique. Mais concrètement, comment ça se traduit? Au-delà des mots, des discours, comment il agit au Conseil? Ce n'est pas que de la rhétorique, j'imagine. Non, il y a une méthode derrière le verbe. Il utilise beaucoup les outils de l'ONU elle-même. Par exemple, il cite énormément les résolutions passées, les rapports des agents sur le terrain, pour étayer son argumentaire sur les violations, selon lui, systématiques du droit international par Israël. Et il demande l'activation de mécanismes de redevabilité internationale. Bon, ça veut dire des enquêtes, des comptes à rendre. Il sait bien que politiquement c'est très compliqué à obtenir au Conseil, mais il le demande. Et puis il y a la confrontation, directe. Les États-Unis sont très souvent la cible, accusés de protéger Israël avec leur veto, tout en se posant en défenseur du droit international. Il pointe cette contradiction, ce piétinement des principes de la Charte. Et il n'y a pas que les États-Unis dans sa ligne de mire, si je comprends bien. D'autres puissances en prennent pour leur grade. Oui, effectivement. La France aussi est critiquée, mais sur un autre front. L'Afrique. Là, il reprend une ligne algérienne assez classique, très critique de ce qui est perçu comme du néocolonialisme. Il parle du Sahel, Niger, Mali, Burkina Faso. C'est des zones où l'Algérie essaie d'avancer ses pions, souvent face à l'influence historique française. Donc, il utilise la tribune de l'ONU pour marquer des points sur plusieurs échiquiers en même temps. Il lie Palestine et critique Nord-Sud. La Palestine, ça semble vraiment être plus qu'un simple dossier pour lui, pour l'Algérie. C'est érigé en doctrine presque, une question d'identité. C'est le mot qu'il emploie, oui. Et que l'Algérie revendique, une doctrine. Pour lui, les deals de normalisation sont inacceptables. Il les voit comme une trahison, une tentative d'effacer les crimes de l'occupation. Son appel constant à saisir la Cour pénale internationale, ça va dans ce sens. Une confrontation juridique, morale. Sa phrase fétiche, c'est « Nous ne ferons pas de compromis sur la Palestine ». C'est clair. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'il n'épargne pas, via des allusions assez claires, certains pays arabes, ceux qu'il juge trop tièdes ou ceux qui ont normalisé avec Israël. Il parle de trahison interne, implicitement. Une posture pareille, si frontale, qui vise tout le monde ou presque. Occident, Israël, certains pays arabes, ça doit grincer des dents en coulisses, non? Ça ne peut pas passer comme ça. Ah, ça grince, oui, énormément. Ce qui remonte des couloirs de l'ONU à New York, c'est beaucoup d'agacement. Il se dit que plusieurs délégations occidentales, et pas des petites, trouvent ce ton trop agressif et cherchent comment le contenir. Et ça prendrait plusieurs formes.
D'abord, des articles ciblés dans certains médias occidentaux pour le dépeindre comme dangereux, incendiaire, le discréditer quoi. Ensuite, des pressions diplomatiques, plus classiques. On parle de Paris, d'autres capitales européennes qui auraient demandé à Alger de calmer le jeu. Et enfin, des manœuvres plus souterraines, des jeux d'alliance dans les votes de certaines commissions pour essayer de l'isoler un peu. Mais le plus étonnant, c'est que cette volonté de le contenir, elle ne viendrait pas que de l'Occident. C'est là que ça devient fascinant et très révélateur des tensions actuelles. D'après plusieurs sources concordantes, certains pays arabes, justement ceux qui sont dans la normalisation ou qui se méfient de l'influence algérienne, voient aussi d'un mauvais œil cette agitation. Les critiques très dures de Benjama sur la normalisation, ça les met mal à l'aise, évidemment. Du coup, plus ou moins discrètement, certains se joindraient aux efforts occidentaux pour essayer de faire baisser le ton. Il devient un adversaire commun pour des acteurs aux intérêts pourtant très différents. C'est assez paradoxal. Une sorte de coalition improbable pour essayer de faire taire une voix qui dérange. Mais apparemment, ça ne marche pas vraiment. L'Algérie semble rester droite dans ses bottes et Benjama est toujours là, toujours aussi combatif. C'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement Alger ne l'a pas rappelé, ni ne lui a demandé de changer de discours, mais on a plutôt l'impression d'un soutien total. Le maintenir là en première ligne, malgré tout ça, c'est un message fort en soi, une affirmation de souveraineté, de constance. D'ailleurs, il y a eu une tentative, semble-t-il, pour l'empêcher de présider une commission importante sur les droits humains, mais ça aurait échoué. Notamment grâce au soutien de pas mal de pays africains et latino-américains qui se reconnaissent un peu dans son discours, dans sa contestation. Ce soutien des pays du Sud, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il dépasse son simple rôle de représentant algérien. Il prend une dimension symbolique plus large. Exactement. Qu'il l'ait voulu ou non, il est devenu une sorte de symbole pour une partie du Sud global. Ces pays qui se sentent souvent peu écoutés, un peu marginalisés dans le système ONU, dominés par les membres permanents du Conseil. Sa rhétorique anti-impérialiste, sa dénonciation du deux poids deux mesures, ça fait écho dans beaucoup de capitales en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Il incarne une forme de contestation de l'ordre établi, mais de l'intérieur même du système. Bon, si on essaye de voir la stratégie globale, quel est le but final pour l'Algérie? Parce qu'ils savent très bien qu'une résolution forte contre Israël, ça ne passera jamais à cause du veto américain. Alors, c'est quoi l'objectif derrière cette confrontation quasi permanente? C'est pas juste pour le geste, si? C'est la question clé, effectivement. Et la réponse n'est sans doute pas dans un résultat immédiat au Conseil, mais plutôt dans l'impact à plus long terme. L'Algérie n'est pas naïve, elle connaît les règles du jeu. La stratégie, elle est ailleurs. C'est utiliser cette tribune mondiale, cette caisse de résonance incroyable qu'est le Conseil, pour mener une bataille d'opinion publique. Le but, c'est d'exposer, de documenter, de répéter un autre récit que celui des puissances dominantes, d'éroder la légitimité de l'occupation israélienne, de rendre la position américaine de soutien inconditionnel de plus en plus difficile à tenir. Les discours de Benjama, ils circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont repris par des ONG, des médias alternatifs. C'est une forme de pression indirecte, mais continue. Une sorte de guerre de position narrative, en fait. Utiliser les mots pour influencer les opinions publiques, faute de pouvoir changer les votes au Conseil. C'est tout à fait ça. Et il y a aussi, sans doute, une dimension de positionnement pour l'Algérie elle-même, dans un contexte de rivalité régionale forte et de recherche d'une place plus affirmée sur la scène mondiale. Cette posture très ferme sur la Palestine, très critique envers l'Occident, ça lui permet de se démarquer, de chercher des soutiens. Ça lui permet aussi de s'aligner sur certains points avec d'autres puissances qui contestent l'ordre actuel, comme la Russie ou la Chine, même si ce n'est pas une alliance formelle. C'est une diplomatie très active qui utilise la confrontation verbale comme un levier stratégique. La diplomatie devient une sorte de résistance par d'autres moyens. Une bataille des esprits, aussi importante que les rapports de force classiques. En conclusion, Ammar Benjama, c'est donc bien plus qu'un diplomate. C'est une sorte de perturbateur, oui, dans une mécanique onusienne souvent très rodée, voire figée. Il nous rappelle que la diplomatie, ça peut aussi être un combat idéologique, où les mots, l'histoire, la conscience sont des armes. Oui, et son action pose une question de fond sur l'ONU elle-même. Sa capacité à gérer la dissidence, surtout quand elle vient de pays qui contestent les équilibres hérités de l'après-guerre. Il y a cette phrase très marquante qu'il a dite après un veto américain, une sorte de promesse. « Nous allons enterrer nos martyrs et l'Algérie reviendra demain au nom de la nation arabe, islamique et des peuples libres du monde. »
Et derrière nous se trouveront les âmes de milliers d'innocents tués par l'occupant israélien. C'est une affirmation de résilience, presque un défi lancé à l'institution. Et ça nous lasse avec une question pour la route. Au-delà du symbole, de l'impact médiatique, quelle est la capacité réelle d'une voix comme celle-ci, même forte, même persistante, à vraiment changer les choses, à infléchir durablement les rapports de force dans une institution comme l'ONU, conçue au fond pour préserver certains équilibres? Est-ce que le verbe peut, à terme, fissurer le veto? Voilà matière à réflexion.